Madame la Ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord féliciter les organisateurs pour cette journée que nous fêtons chaque année depuis le 22 mai de chaque année, depuis 2000, parce qu'avant cette fête c'était le 29 décembre, pour des raisons évidemment lui donner la visibilité nécessaire, ce qui fait que le 29 décembre, qui était donc l'année de la mise en vigueur de cette convention, a été donc relégué au profit du 22 mai, qui est la date d'approbation de cette convention, qui est l'une des 3 grandes conventions du Sommet de la Terre de 1992 de Rio. C'est une journée évidemment de célébration, mais à travers cette célébration, c'est aussi un moment pour essayer de mesurer l'effort qui a été fait, ou les efforts qui ont été faits à travers le monde, et aussi d'apprécier les résultats obtenus. Je crois que force est de constater que les derniers rapports le témoignent, que tous les indicateurs sont au rouge, malgré les grands efforts qui ont été fournis, et malgré la précocité de l'alerte, parce que rappelons-nous que depuis le Club de Rome de 1968, et avec ce fameux rapport qui s'appelait donc les limites de la croissance, ou halte à la croissance, c'est la traduction française du titre anglais, donc de Limits of the Growth, ce rapport montrait que, à l'évidence, le monde ne pouvait pas continuer à se développer selon le modèle qui a prévalu pendant les 30 Glorieuses. Et 72, donc à Stockholm, c'était le premier sommet de l'environnement organisé par les Nations Unies, et dans lequel d'ailleurs il y a eu la délivrance de ce rapport qui a été commandé par le Club de Rome et qui est connu sous le vocable de rapport Mido. Et depuis 72, évidemment, le travail a continué et nous allons cheminer doucement, tranquillement vers 1992 au sommet de la Terre, et dans lequel donc, il y avait une conscience universelle qui s'est réveillée et qui a produit ces 3 grandes conventions, donc les changements climatiques, la lutte contre la désertification et la biodiversité. 10 ans après, donc Rio plus 10, en 2002, le constat était toujours très négatif, c'est-à-dire loin d'inverser les tendances, on était toujours sur une tendance régressive. Et toutes les réunions, toutes les rencontres qui se sont déroulées par la suite, y compris celle de Nagoya en 2010 sur la biodiversité, ont montré que nous sommes dans une tendance qui va vers une érosion accélérée de la biodiversité. Alors où est le problème ? Lorsque nous voyons la célébration de ces journées, toutes les thématiques pratiquement ont été passées en revue. La biodiversité insulaire, les forêts, l'agriculture, l'eau, la pauvreté. Donc chaque année, il y a un slogan qui permet d'attirer l'attention sur un cas particulier ou sur un thème particulier de cette biodiversité. Mais un slogan reste toujours un slogan, et un slogan ne peut jamais faire office de stratégie. Et je pense qu'il est temps de s'interroger sur cette dégradation, cette atteinte donc, aux écosystèmes d'une façon générale, et voir si probablement nous avons une approche qui n'est pas la bonne. Parce qu'il est intéressant d'avoir une liste des espèces menacées, des espèces en danger, mais il ne faudrait pas que nos rencontres, ces célébrations s'apparentent à une forme d'oraison funèbre, où on dresse l'acte notarié des animaux, des végétaux qui nous ont quittés, et ceux qui attendent de nous quitter, et de continuer donc à faire la comptabilité ou le constat comptable. Ceci ne peut pas, à mon avis, inverser la tendance. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est que, contrairement à ce qu'on dit, l'homme, paraît-il, il vivait en bonne intelligence avec la nature depuis toujours, et avant c'était mieux. Et depuis quelque temps, les choses se sont dégradées. Je crois que rien n'est moins faux parce que l'homme a toujours été un prédateur. Et lorsqu'on remonte les temps les plus lointains, on voit que la vie qui a mis pratiquement 3,5 milliards ou 3,8 milliards donc à se constituer, sur la même base d'ailleurs,
la même base au sens propre et figuré, parce que le lien entre un végétal ou un animal ou l'homme, ça reste toujours les quatre bases. Et à travers cette combinaison formidable, c'est-à-dire cette biodiversité génétique, on a le moteur de la vie. Parce que la biodiversité, c'est le moteur de la vie. La biodiversité génétique, c'est ce qui a permis justement à cette évolution de produire cette complexité extrêmement importante de la vie avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais que s'est-il passé que pratiquement sur 3,5 milliards, les choses se sont constituées et depuis pratiquement 8 000, 9 000 ans, l'homme commence à dégrader et depuis la révolution industrielle, la machine s'est emballée et nous sommes dans une situation de régression permanente avec une accélération et dans laquelle je pense que toutes les conventions, pas uniquement la convention de la biodiversité, montrent que nous ne sommes pas sur la bonne voie, peut-être en termes d'efforts insuffisants, mais probablement aussi en termes d'approche. Ce qu'il faut, à mon avis, faire, c'est que, au lieu de faire ou de dresser uniquement ces listes rouges des espèces menacées, une espèce n'a de sens que par rapport à un écosystème. Et l'écosystème n'est pas une somme de constituants, un peu de sol, un peu de climat, un peu de faune, un peu de flore, c'est pas du tout ça. L'écosystème est un ensemble de constitutions en interaction permanente. Et c'est cette interaction justement qui fait que les écosystèmes se déséquilibrent et s'équilibrent, et la dynamique, c'est ça, c'est-à-dire le mouvement est une succession de positions de déséquilibre. Mais malheureusement, nous sommes sortis parfois de cette marge de résilience qui fait que la dégradation devient parfois irréversible et nous livrons certains écosystèmes à la désertification. Donc il est temps de revoir, comme cela a été rappelé par Madame le ministre, donc le modèle de développement, et qu'il faudrait que l'homme qui, depuis pratiquement 8000 ans, s'est considéré comme étant à l'extérieur de l'écosystème. C'est-à-dire il agissait comme ce que disait Noah Harari sur la dernière publication sur Homo Deus, c'est-à-dire l'homme il se croit capable de tout faire, maintenant y compris les manipulations génétiques, et qui essaie donc d'intervenir sur le cours de la vie. Et je pense que le modèle de développement maintenant, il est temps que l'homme se repositionne à l'intérieur de l'écosystème parce que la dégradation de l'écosystème signifie la dégradation de l'homme et la fin de l'humanité. Je voudrais dire tout simplement que dans cette vision, il me paraît nécessaire et utile de revenir vers des approches qui prennent le territoire comme unité de réflexion, comme unité d'action. Et c'est à l'intérieur de ces territoires qui sont très variés, très diversifiés. Si je me limite donc aux écosystèmes naturels marocains, il y a une quarantaine d'écosystèmes naturels, et chaque écosystème a ses spécificités. Donc en connaissant la dynamique de ces écosystèmes, on peut mieux réagir. Parce que le constat ou la liste des espèces menacées, c'est une forme de symptôme. C'est comme un médecin, quand il est en face d'un certain nombre de symptômes, il a le choix entre pousser, aller jusqu'au diagnostic pour faire une thérapeutique appropriée, mais il a aussi parfois la tendance de soigner les symptômes. En soignant les symptômes, on ne soigne pas le fond du dysfonctionnement. Donc il est temps de dégager les liens de causalité dans chaque écosystème et de voir comment on peut agir et comment on peut travailler de façon cohérente. Et pour ce faire, il faut se défaire définitivement des approches thématiques. Les approches thématiques sont importantes et sont essentielles, il faut les faire. L'eau, le sol, etc. Mais ça ne suffit pas. C'est un point de départ. Les approches sectorielles, pareil. Approche agricole, approche touristique, approche industrielle. Tout ceci est important. Il faut le faire, mais seulement il faut inverser les logiques. Les logiques que nous avons maintenant, c'est de faire la somme des plans sectoriels et croire qu'on va faire du développement intégré et durable. Ça n'est pas possible. Ceci était possible il y a 30 ans, il y a 40 ans, quand on avait beaucoup d'eau, quand on avait encore de la marge des ressources naturelles pour les mobiliser au profit de tel ou tel secteur. Maintenant c'est fini, c'est un arbitrage permanent entre tous les secteurs et les plans sectoriels doivent être les déclinaisons d'une vision globale et pas l'inverse. On ne fait pas le développement intégré en faisant la somme des plans sectoriels. Donc il est temps d'inverser cette logique
Et pour revenir donc au bilan, et j'en terminerai avec ça, je pense que sur le plan de ce qui a été fait au Maroc en termes de biodiversité, nous devons enregistrer beaucoup d'acquis. D'abord, la reconstitution des habitats. Je l'avais dit, espèces et habitats sont intimement liés. Et je crois que les efforts de reforestation qui ont été consentis nous ont fait passer d'un trend qui était négatif de moins 1% avant 2000. Nous sommes passés à plus de 2% sur la dernière décennie. Et le Maroc enregistre un solde de plus 3%, ce qui le fait classer par la FAO parmi les 25 premiers pays qui ont réussi à inverser la tendance de régression des espaces forestiers. Ceci est important parce qu'il s'agit des habitats et des écosystèmes. Le deuxième élément, c'est probablement dans la question des zones humides, un effort important a été fait. Parce qu'on le sait depuis le début du siècle dernier, il y a une dégradation qui est absolument inquiétante à travers le monde. Et je pense que les efforts qui ont été faits nous ont fait passer d'abord de 5 zones humides classées dans la zone Ramsar, dans la convention Ramsar comme zones humides d'intérêt international. Nous sommes passés à 24. Et puis demain, nous allons donc enregistrer 14 qui ont été identifiés, qui ont été approuvés et validés par la Convention internationale Ramsar, ce qui porte nos zones humides à 38. Dans le domaine des antilopes sahariens, tous les efforts qui ont été faits à travers les aires protégées, à travers les noyaux fondateurs, ont fait que le Maroc dispose actuellement des premiers stocks mondiaux des antilopes sahariennes, à la fois donc des gazelles telles que la Cuvier, où actuellement nous avons, je pense, un peu plus de 2500 donc à l'état sauvage. Lorsqu'il s'agit de la gazelle d'Orcas, on est à plus de 4500. Il y a aussi la dame à mort qui était fortement menacée, donc qui commence donc à reprendre en termes de noyaux fondateurs. Nous avons aussi dans le cadre des espèces menacées telles que les bichots qui étaient classées dans un statut de l'UICN qui était donc une zone, pratiquement c'était l'oraison funèbre a été déjà pratiquement prononcée. Nous venons donc d'enregistrer les rapports d'expertise et qui montrent que le Maroc, avec plus de 700 individus maintenant, enregistre le premier ou le seul, l'unique troupeau sauvage viable à l'échelle internationale. C'est le seul qui subsiste à travers le monde. Les mêmes efforts ont été faits pour l'autruche à cou rouge. Et je pense que aussi les derniers rapports d'il y a quelques semaines qui étaient faits par un entomologiste de renom, qui a parcouru le Maroc, qui est l'infatigable entomologiste Michel Tarier, et qui disait que le bilan, le solde, entre les entrées et les sorties au Maroc, il est positif, contrairement à tout ce qui se passe, notamment au niveau européen, où la dégradation, la régression notamment des insectes pollinisateurs menace la sécurité alimentaire, notamment à travers les divers usages, pesticides, destruction d'habitats, etc. Donc nous avons des résultats positifs et importants. Le chemin est encore long, il faut en faire plus, il faut en faire plus rapidement, plus intensément pour être au rendez-vous. Je vous remercie.